Eh bien, cher Alexis Lacroix, de toutes les problématiques que vous avez évoquées, la dernière est la seule que je trouve non problématique. Je pense que l'utilisation du numérique, participation, est quelque chose qui est une évidence absolue. C'est un instrument. C'est un instrument dont on ne peut pas, je crois, ne pas se servir, puisqu'on s'en sert dans tous les domaines. Pourquoi ne s'en servirait-on pas pour l'exercice de la démocratie la plus large possible ? On ne va pas revenir sur des idées reçues, mais enfin, on a bien vu quand même quel rôle a joué le numérique dans la campagne de Barack Obama, même si derrière il y avait des groupes constitués, voire même des groupes de pression assez forts. On a vu plus simplement au moment du référendum sur l'Europe, sur le traité de Lisbonne en 2005, on a vu, à mon avis, un bel exemple de démocratie numérique, car le nombre de débats qui ont eu lieu sur la toile sur cette question est considérable. Et il a été dit, d'ailleurs, par la plupart des analystes, que la vivacité du débat, notamment sur la toile, a été pour quelque chose dans la mobilisation des électeurs. Et peut-on penser aussi dans le résultat, c'était encore une autre chose. Mais enfin, il y a vraiment eu un débat grâce au numérique. Donc, sur la dernière question, je dirais que c'est un point qui ne pose aucun problème, au contraire, à la Fondation Res Publica. C'est un scoop, alors, là, quand même, que vous nous apprenez. Hein. Vous croyez ? Bon, très bien. Alors, peut-être que je m'engage trop au nom de cette fondation. Mais pourquoi ? Parce que je crois, et vous m'obligez à intervenir de manière désordonnée dans mon exposé, parce que je crois que... C'est le but, c'est pour ça qu'un modérateur est là. De toute façon, il faut y faire. Vous avez raison, en plus. C'est plus vivant. Et parce que je crois que le numérique, c'est simplement un instrument. Pour moi, le numérique ne pose pas plus la question de la démocratie que ne le pose l'inscription sur un bulletin de vote ou la campagne sur les ondes de la radio et de la télévision, ou par la presse écrite, ou par la distribution de tracts dans la rue. C'est un instrument. Et c'est un instrument qui a le mérite, par la démultiplication extraordinaire des capacités d'expression et aussi des entrecroisements et des échanges, de la rapidité des échanges, c'est un instrument qui a pour mérite, je trouve, de booster la capacité d'expression démocratique. Voilà. Alors maintenant, je reviens au fil du sujet. La Fondation Res Publica est une fondation qui est peut-être spécialement attachée à l'idée de citoyenneté, mais elle est aussi attachée, comment dirais-je, à en critiquer les dévoiements. Et pardonnez-moi de le dire, nous pensons qu'il y a quand même beaucoup de dévoiements derrière la notion véritable de citoyenneté. Elle est attachée à cela, c'est comme l'indique d'ailleurs son nom, Res Publica, la chose publique derrière laquelle se profile immédiatement la recherche de l'intérêt général, ne nous paraît pas possible sans une approche citoyenne. Même si la Fondation s'intéresse beaucoup au devenir du monde, a beaucoup travaillé sur la crise. Nous avons même fait un colloque par mois, l'an dernier, dont la plupart étaient consacrés à la crise. Elle s'intéresse beaucoup au dialogue des civilisations, mais le cœur de son approche, c'est bien l'approche citoyenne. Alors, une première constatation qui ne va surprendre personne, l'idée de nouvelle citoyenneté apparaît à un moment où le concept de citoyenneté est extrêmement galvaudé. Il s'accole comme adjectif à un tas de choses. L'entreprise est citoyenne. Enfin, qui n'est pas citoyen dans ce pays ? C'est tout juste si le fauteuil en face de moi n'est pas citoyen. Il y a peut-être plusieurs manières d'être fauteuil, comme aurait dit Jean-Paul Sartre, mais bon, il y a peut-être aussi un fauteuil citoyen, tellement tout le monde est citoyen ici. Et la même constatation me conduit à dire que si la notion de citoyenneté est tellement généreusement accolée sous forme d'adjectif à tellement d'activités, de comportements, de personnes et de types sociaux et de comportements sociaux, c'est peut-être aussi que la véritable notion de citoyenneté, telle que l'histoire l'a forgée, telle que la France, avant d'autres, peut-être l'a forgée, même si elle ne garde pas forcément le monopole, bien entendu, cette notion peut-être n'a pas été accomplie. Et le soupçon que nous pourrions avoir, c'est que si on parle tellement de la citoyenneté, c'est moins parce que la citoyenneté a du succès que parce que la citoyenneté, dans sa forme la plus consistante, est une forme qui n'a jamais été accomplie dans l'histoire et qui ne l'est toujours pas. D'où l'intérêt de la tentation de botter en touche en disant « mais la citoyenneté, tout ça c'est vieux, c'est dépassé, on va inventer des formes nouvelles qui cachent le problème plus qu'ils ne lui permettent de se révéler ». C'est la thèse que je soutiendrai fort rapidement. Il faut peut-être qu'on s'entende quand même sur les ingrédients de la citoyenneté. Alors, la citoyenneté, j'y vois pour ma part, en reprenant l'histoire politique, j'y vois pour ma part trois éléments consubstantiels.
Il y a d'abord la détention d'une parcelle du souverain, comme disent les philosophes politiques. On n'est pas citoyen si on ne représente pas le souverain. Le souverain, c'est le peuple souverain. Il n'y a donc pas de citoyenneté hors sol. Il n'y a pas de citoyenneté si on ne représente pas un peuple qui s'incarne aujourd'hui dans les nations. Ce qui ne veut pas dire que la nation est une forme à jamais indépassable, bien entendu. Mais enfin, c'est une constatation historique qui me semble non dépassée aujourd'hui. Détention d'une parcelle du souverain et donc pas de citoyenneté hors sol. La deuxième constatation, c'est évidemment qu'il ne suffit pas de détenir la parcelle du souverain. Ce qui fait le citoyen, c'est la capacité d'exercer ses droits civiques. Et il n'y a pas capacité d'exercer les droits civiques et politiques si le citoyen n'a pas reçu une éducation suffisante. Et vous ne me pardonneriez pas de ne pas pointer ce fait. Vous savez que l'idée d'éducation et d'école nous est particulièrement chère à Res Publica. Nous misons beaucoup sur les capacités éducatives. Nous pensons que celles-ci devraient se redresser, d'ailleurs, dans notre pays. Et je pointe ce fait qu'un bon exercice des droits civiques, une bonne connaissance de ce qu'est l'égalité du suffrage et derrière l'égalité politique, c'est une idée très difficile, qu'on a mis beaucoup de temps à créer dans l'histoire, extrêmement difficile. Tout cela ne peut pas se faire sans une éducation, sans une école appropriée. C'est le deuxième élément qui, je crois, crée la citoyenneté. Et le troisième élément, eh bien, c'est ce qui va au-delà, c'est le plus, c'est l'élan collectif, c'est la volonté de rechercher ensemble un bien commun qui dépasse les intérêts particuliers de telle ou telle catégorie sociale. C'est peut-être ce qui a distingué la citoyenneté, la recherche d'une citoyenneté accomplie, du vieux rêve qui aujourd'hui paraît bien lointain, mais qui existait encore très fort dans les années 80, de la démocratie socialiste. L'idée que l'égalité sociale pouvait être cherchée dans le même temps que l'exercice de l'égalité démocratique et de la liberté démocratique. Ces idées paraissent maintenant bien loin, puisque maintenant, ce que nous avons plutôt, naturellement, c'est le libéralisme démocratique, que le socialisme, ça n'a échappé à personne. Alors voilà donc ce qu'il y a derrière, une recherche du bien commun qui doit souder ensemble des gens qui sont différents et non pas exacerber les différences, et notamment ne pas les exacerber en les figeant dans des communautarismes qui peuvent être aussi bien thématiques que régionaux. Voilà l'approche que je défendrai. Et je dirais donc que les nouvelles formes de citoyenneté peuvent être, enfin à nos yeux en tout cas, je lance le débat bien sûr, peuvent être filtrées à l'aune de ces trois critères que je viens essayer de donner, qui sont, je crois, des critères historiques qui s'imposent d'eux-mêmes lorsqu'on parle de cette question. Alors, les nouvelles formes, vous avez l'élargissement géographique, c'est-à-dire la notion, par exemple, notamment de citoyenneté européenne, j'y reviendrai. Vous avez aussi l'élargissement non géographique, c'est la démocratie numérique, dont j'ai dit un mot, et pour ce motif, je n'y reviendrai pas. Vous avez la différence d'intensité, qui n'est plus l'élargissement géographique, mais la recherche d'une intensité citoyenne plus grande. Et ça sera la recherche d'une participation plus grande du citoyen. Bien que la démocratie numérique participe, je crois, justement de cette recherche, je l'ai dit. Toutes les idées selon lesquelles il faut que soit les individus, soit le peuple, ça dépendra de chacun, de ce que pourra dire chaque intervenant, soit plus participatif dans les conduire des affaires publiques, parce que avoir d'un côté les gouvernants, de l'autre côté les gouvernés, ça n'est quand même pas extrêmement satisfaisant. C'est cela qui manque aujourd'hui, aussi bien dans les cadres nationaux que, évidemment, a fortiori dans les cadres plus larges. Alors il y a deux formes sur lesquelles je voudrais insister davantage. C'est la forme large, la citoyenneté européenne, qui pour nous est une pseudo-citoyenneté, je suis nette, comme vous le voyez, et puis la forme étroite, qui sont ces sortes de solidarismes régionaux dans lesquels on retrouve très vite, des notions qui nous semblent assez suspectes en réalité. Alors, je commence par celui-ci, peut-être parce qu'on en parle moins souvent. Il y a dans la recherche des solidarités régionales une certaine idée un peu dévoyée de la citoyenneté. C'est l'idée qu'on va exercer au plus proche le pouvoir. Et de cette idée d'exercer le pouvoir au plus proche, on dérive assez vite vers l'idée que c'est la communauté principalement installée sur un sol donné qui doit se voir reconnaître le droit à la différence. La Corse, la Catalogne, le Pays Basque, la Bretagne, tout ce que vous voudrez. Mais de là, on arrive très vite à l'idée. Mais alors, si sur un sol donné, une communauté d'origine ethnique particulière revendique sa propre identité, qu'en est-il des gens qui viennent sur ce territoire? Est-ce à dire que le territoire est confisqué au profit de ceux qui revendiquent un droit du sol qui finit par s'apparenter au droit du sang?
est-il confisqué par eux? Et sinon, comment fait-on? J'ai en mémoire un colloque international auquel je participais, c'était en 2002. Et j'entends encore un universitaire catalan, le thème c'était la décentralisation dans le monde. C'était donc un thème vraiment très, très vaste. Et j'entends encore cet universitaire catalan dire « Ah oui, mais alors, comment allons-nous faire puisque nous, Catalans, nous revendiquons des droits spécifiques s'attachant à notre droit à la différence, comment allons-nous faire pour les communautés, disait-il pudiquement, plus récemment installés sur notre territoire? Et il concluait en disant que le cercle se ferme autour de la communauté, il faut bien dire le mot, de souche. Et voilà où risque de mener une conception du régionalisme ou du communautarisme identitaire que je voudrais quand même pointer ici. Donc, je dirais que la citoyenneté de nature régionaliste ou solidariste, communautariste, et encore, je n'ai pas parlé de communautarisme thématique, mais je pense qu'ils viendront dans le débat, dessine finalement un cercle d'exclusion pour tout ce qui n'est pas elle, au lieu d'être cette recherche de l'intérêt général par la mise en commun des différences. La mise en commun des différences, faire quelque chose qui nous dépasse tous. Et dans cette idée d'exclusion, nous la retrouvons, et je finirai par là, dans la soi-disant citoyenneté européenne. Alors là encore une anecdote. Lorsqu'on a créé la citoyenneté européenne, en 92, au moment de Maastricht, vous savez qu'on a dû modifier la Constitution. Je me trouvais à l'Assemblée parce que j'étais conseiller du garde des Sceaux, qui était porteur de la révision constitutionnelle nécessaire pour Maastricht. Et j'ai entendu des choses extraordinaires. La gauche, à l'époque, n'avait pas la majorité à l'Assemblée. Il fallait donc négocier avec le groupe centriste. Et le groupe centriste a conditionné son vote. Il y a eu des discussions de couloir extrêmement nombreuses. Le groupe centriste a conditionné son vote, parce que comme il est européiste, il voulait voter pour l'Europe, bien sûr, au fait qu'on écrirait dans la Constitution, non pas que les citoyens ont le droit de vote, ce qui est absolument suffisant pour donner une permission constitutionnelle, pour les faire intégrer, leur permettre de voter aux élections municipales, aux élections locales. Ils ont insisté pour qu'on mette dans la Constitution ce petit mot qui figure encore et qui pour moi constitue une tâche assez honteuse, je dois dire, seuls les citoyens européens, écrit aujourd'hui notre Constitution, peuvent participer à l'exercice du suffrage dans les élections locales. Eh bien ça dit tout. Ça désigne l'exclusion. Et comme je ne veux pas être trop longue, je dirais que pour moi, cette citoyenneté européenne-là, je préfère n'en pas vouloir. Je pense en outre que cette citoyenneté ne repose sur aucun peuple souverain. Le Conseil constitutionnel français l'a dit d'une manière élégante et détournée. La Cour allemande de Karlsruhe, qui est le tribunal constitutionnel allemand, l'a dit beaucoup plus fermement. Elle a dit il n'y a pas de peuple européen. Donc il n'y a pas de souveraineté européenne. Et a ajouté la Cour de Karlsruhe, la souveraineté demeure aux mains des États nationaux. À partir du moment où la souveraineté demeure aux mains des États nationaux, il n'y a pas l'ombre d'une parcelle du souverain derrière le citoyen européen. Si on ajoute à cela qu'il n'est pas libre de la plupart des actions en justice devant la Cour de justice européenne, on verra que le panorama n'est pas extrêmement engageant. Et je voudrais terminer répondant en avance à une objection qu'on me fera. On me dira mais on peut perfectionner cela. Laissez-en pour tout à l'heure quand même. Je ne crois pas qu'on puisse le perfectionner parce que c'est parti sur des bases qui sont totalement fausses du point de vue de l'histoire, de la philosophie politique et du droit. Voilà la raison pour laquelle je pense que la citoyenneté européenne n'est pas une porte de sortie et j'engage à réfléchir sur l'idée que raffermir la citoyenneté dans chaque pays, c'est peut-être le meilleur moyen un jour de construire une véritable coopération européenne.